neutralité carbone à l'horizon 2050 implique une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre. Selon le 4e rapport du Haut Conseil pour le climat, les efforts de la France pour lutter contre le réchauffement climatique demeurent encore insuffisants pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. Nous sommes donc un carrefour de toutes les transitions dans ces grandes villes. Nous allons parler de transition des transports, transition du logement et au carrefour de tout cela, il y a notre santé. Bonjour Johanna Roland. Bonjour. Vous êtes présidente de France Urbaine et maire socialiste de Nantes depuis 2014. Anne-Lise Avril, bonjour. Vous êtes du groupe Keolis, vice-présidente marketing, innovation et nouvelle mobilité et membre du comité exécutif. Bonjour à vous. Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Député modem des Yvelines, vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Nous sommes aussi en duplex avec Éric Piolle. Bonjour Éric Piolle, vous êtes le maire écologiste de Grenoble depuis 2014. Bienvenue à vous. Et nous sommes aussi en duplex avec Isabelle Patrier. Bonjour, directrice France Total Énergie. Bonjour à tout le monde. Alors, parlons tout d'abord de cette première transition, celle des transports. Il y a beaucoup à dire. Le secteur est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mettons tout de suite les pieds dans le plat. Une mesure forte va concerner très rapidement les Français des métropoles. Ce sont les ZFE, les zones à faible émission. Je vous rappelle en deux mots le principe. Restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants sur une zone et des horaires spécifiques en fonction de la vignette critère. Les vignettes 4 et 5 interdites centre-ville, 11 métropoles concernées et d'ici 2025, ce seront 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Bruno Millienne, vous avez signé une mission flash à l'Assemblée nationale sur les mesures d'accompagnement à cette mise en place des ZFE. Comment on y arrive? Parce que soyons clairs, pour les Français, on ne touche pas à ma bagnole. C'est un petit peu l'expression qui revient partout. Vous avez raison, c'est compliqué de toucher à la bagnole. La bagnole, c'est un bien français et on aime bien notre bagnole. Non, mais avec Gérard Le Seul, mon collègue socialiste, on a voulu faire cette mission pour avoir une cartographie assez complète de ce qui se passe et des solutions qu'on peut apporter. On était parti au départ uniquement sur l'acceptabilité sociale. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que l'acceptabilité sociale, il y avait aussi l'acceptabilité économique, et notamment pour les indépendants, pour les PME, les TPE, tous ces commerçants ou toutes ces entreprises du bâtiment qui vont avoir eux aussi des problèmes de circulation à l'intérieur des villes. Moi, on a tiré un certain nombre de conclusions. Je pense qu'il serait trop long ici de toutes les signaler ou les émettre, mais toujours est-il que ce rapport a eu au moins un mérite, puisqu'on l'a remis le 12 octobre. Et 6 jours après, très exactement, nous étions convoqués chez Christophe Béchu et ils ont mis en place des groupes de travail qui continuent à travailler. J'ai assisté hier en distanciel à un groupe de travail justement sur les énergies qu'on pourrait accepter dans les ZFE et avec une conclusion qui devrait être rendue au mois de juin. On a eu les premiers problèmes qu'on peut voir sur les ZFE, c'est un manque de communication. Alors il y a des métropoles qui ont très bien fait le boulot, mais là je vais citer Michael Delafosse, comme quoi, vous voyez, je trouve qu'à Montpellier, ils ont vraiment fait très bien le boulot en termes de communication. Pour autant, au bout d'un certain temps, comme vous n'avez pas de contrôle, la communication s'évapore. Donc il y a un vrai problème de communication sur les ZFE de la part de l'État, ça a été signalé, mais de la part de l'État et des collectivités, et surtout une communication couplé, je pense, État-collectivité, pour qu'on fasse comprendre aux gens que c'est d'abord parce qu'il y a ça aussi dans l'esprit des gens, que c'est d'abord une question de santé publique, pour le coup, les ZFE. Tout le monde imagine que c'est le réchauffement climatique. Ça peut y participer, pas tout le temps, mais c'est surtout une question de santé publique. Vous l'avez rappelé, je crois, 48 000 morts. Je vais apporter une précision sur les 43 agglomérations dont vous avez parlé. Il y en a déjà 9 qui sont exclues. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le calendrier qui est mis en place, d'abord, vous n'êtes pas obligé de le tenir, parce qu'en fonction de la réalité du terrain, vous êtes obligé de vous adapter. Surtout, la ligne d'arrivée est en 2032. C'est en 2032 qu'on fera les comptes de la pollution atmosphérique, de voir si on est aux normes de l'OMS ou pas. Alors, je ne vous dis pas que ça nous laisse plus de temps, mais quand même, dans l'imaginaire des gens, c'est 2025. Non, on a jusqu'à 2032, ça c'est la première chose. Et sur les 43 agglomérations dont vous avez parlé, il y en a déjà 9 qui sont sorties des ZFE parce qu'elles remplissent des obligations de pollution atmosphérique déterminées par l'OMS. Donc il n'y a pas de fatalité, on a une obligation de résultat, pas de moyens. Après, il faut être absolument réaliste et pragmatique, c'est-à-dire tenir compte de la réalité de ce qu'on a sur le terrain pour essayer de s'adapter, à arriver à faire en sorte que cette cause nationale de santé publique qu'est la pollution atmosphérique, on puisse l'éradiquer. Donc pour moi, il n'y a pas de dogme du calendrier, si vous voulez. Après, il faut s'adapter.
Le gouvernement travaille dessus. Il y a plein d'autres travaux. Le Sénat fait aussi une mission flash en ce moment sur les ZFE. Tout le monde s'en empare. Barbara Pompili a aussi une mission gouvernementale là-dessus, mais qui va aussi avec une forme de benchmark de ce qui se fait sur les autres capitales européennes. Donc tout le monde y travaille pour apporter des solutions. Et je veux remercier le terrain, je veux dire franchement, parce que depuis qu'on a fait cette mission, le nombre de solutions qui émanent du terrain sont juste phénoménales. Et on essaye de les mettre en œuvre, de lever tous les freins réglementaires pour que ça puisse passer. On va donner la parole au terrain. Johanna Roland, les 43-9 territoires ciblés sont à 100% représentés chez France Urbaine. Vous êtes aux premières loges. Vous avez une série de propositions, de remarques, de critiques sur ces ZFE. Oui, vous avez raison de dire qu'on est en première loge et en première ligne. Merci d'abord pour l'invitation à échanger, à débattre ce jour. Je crois que c'est absolument déterminant parce que le modèle français, celui d'aujourd'hui et sans doute encore plus celui de demain, il passe aussi par la capacité à dialoguer, à partager secteur privé, secteur public, chacun dans son rôle et chacun dans ses responsabilités, particulièrement quand on évoque les questions de transition écologique. Alors France Urbaine, c'est l'association qui regroupe toutes les grandes villes, grandes intercos et grandes métropoles du pays. Pour faire vite, c'est la moitié des Françaises et des Français. C'est assez simple. Aujourd'hui, à l'échelle du globe, la moitié des habitants dans le monde vivent dans les villes. 30 millions des Françaises et des Français vivent dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. Et on représente, nous, les grandes villes et les grandes métropoles, 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand vous évoquez cette question carrefour des transitions, et notamment de la transition écologique, c'est assez simple finalement. Soit on considère qu'on est une part du problème, soit on considère qu'on est une part de la solution. Dans les métropoles, en général, on est plutôt ambitieux, optimiste, pragmatique et audacieux. Donc vous l'aurez compris, on considère qu'on est plutôt contributeur de solutions. C'est particulièrement vrai sur deux sujets qui ont été évoqués d'emblée dans les propos liminaires et à raison, la question des déplacements et la question du logement, qui sont pour nous deux sujets absolument premiers. D'abord parce qu'une de mes convictions, c'est qu'on n'inventera pas le monde post-carbone sans penser l'équation économique du monde post-carbone. Ça n'existera nulle part, donc on a besoin de ce dialogue fructueux. Et moi, je crois qu'on a besoin de ce point de vue, en effet, de plus de décentralisation pour que les choses aillent plus vite sur un certain nombre de sujets. Pour répondre de manière précise à votre question, vous avez évoqué, en nous accueillant tout à l'heure, le rapport entre les métropoles et le reste du territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure, à raison, comment ça pouvait générer des questions, des crispations. Je salue à mon tour Jean-François Debat. Ce dialogue petite ville, moyenne ville et grande ville, il est déterminant pour la cohésion du pacte républicain. Et je vais prendre un exemple précis. Sur les ZFE, dans les propositions qu'on fait, nous, France Urbaine, aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme sur un point. Dans les aides qui sont prévues aujourd'hui, il y a des choses qui sont prévues pour les habitants qui habitent au cœur de métropole. C'est très bien, on va l'assumer. On a quelques questions pour savoir qui va financer, mais laissons ça de côté, ce n'est pas notre sujet premier. En revanche, aujourd'hui, rien n'est acté. Il y a beaucoup de réunions, des discussions. Maintenant, il va falloir réussir à passer à la passe décision pour les habitants qui habitent en dehors des métropoles. Ce sujet, il est premier. Dans une France qui garde quand même dans son imaginaire ce qu'a été la crise des Gilets jaunes, dans un moment où le pays a connu quand même, me semble-t-il, quelques crispations, je crois qu'il serait de mauvais augure de minimiser ce sujet. Si demain, on ne veut pas que ces zones à faible émission se transforment en zones à forte exclusion, pour le dire d'une formule, une des propositions très concrètes, très pragmatiques de France Urbaine, c'est de dire on doit penser l'accompagnement pour les habitants des métropoles, mais on doit aussi le penser pour celles et ceux qui habitent à l'extérieur des métropoles, parce que c'est une évidence, mais je le dis quand même, on n'a pas le même rapport à la voiture individuelle quand on habite dans l'hypercentre d'une ville magnifique, je ne suis pas du tout de parti pris comme Nantes, où vous avez un réseau de transport en commun, gratuit le week-end, du biclou, de l'autopartage et du covoiturage, que si vous habitez en Lozère, à Sainte-Gabelle ou je ne sais où. Et une France décentralisée, c'est aussi une France qui assume qu'à des questions convergentes, il peut y avoir des réponses différenciées. Donc là, il y a là une exigence absolument impérative. La deuxième proposition concrète, c'est qu'il faut demain un guichet unique sur cet accompagnement. Parce que sinon, je le dis, et je veux vraiment saluer le travail que vous avez fait avec Gérard, bientôt, il va falloir un bac plus 18 pour que les Français se retrouvent dans l'accompagnement des ZFE. Il faut éviter les usines à gaz technocratiques. C'est indispensable. La transition écologique, elle doit pouvoir être agile, elle doit pouvoir être porteuse d'espoir et pas punitive ou désespérante. Mais pour ça, il y a besoin, un, de dialoguer ensemble, deux, de considérer qu'en réalité, moi je le vois chez moi, les grands groupes globalement, ils ont déjà fait leur mutation.
dans des métropoles comme moi qui font les choses par étapes, honnêtement, les ZFE, la vérité, c'est que les grands groupes, ils sont déjà prêts. Par contre, les petits artisans, les commerçants, les PME, eux, ils sont pas prêts. C'est pas vrai. Et dans un moment où, vous le savez mieux que moi, la conjugaison de l'inflation, de l'effet ciseau, des tarifs de l'énergie et des questions de recrutement occupe la vie de tous les jours de ces secteurs économiques, si on rajoute une complexité plutôt que de la transformer en opportunité, alors là, on n'y sera pas. Et c'est de ce point de vue que les métropoles sont, je crois, vraiment, en effet, des carrefours de transition. Alors on aime bien Nantes, hein, absolument. On aime aussi Grenoble et on va retrouver tout de suite Éric Piolle en direct, le maire de Grenoble. Alors vous mettez en place ces ZFE, ça se passe comment de votre côté? Pour l'instant, comme ça a été expliqué là par Johanna Roland, on est dans une phase où ça reste compliqué. Ça reste compliqué pourquoi? Parce que nous avons du mal à mobiliser les financements qui permettent d'avoir une politique qui semblerait naturelle et objectivement ce qu'il faut faire, à savoir que on a une question de santé publique majeure, ça a été rappelé, autour de 50 000 morts. Dans cette question de santé publique, il y a une question d'inégalité sociale, évidemment, puisque ces morts sont principalement, plus on parle de toutes les maladies chroniques, mais il y a une disparité sociale dans l'exposition. C'est sûr que quand vous faites partie de la moitié des Français qui partent pas en vacances et que vous êtes dans un logement qui est en bord de route ou d'autoroute, vous êtes plus exposé que quand vous partez en vacances, quand vous avez des pratiques sportives et que votre activité professionnelle vous conduit ailleurs et que vous vivez dans une zone pavillonnaire. Donc il y a cette inégalité sociale qui se couple d'une inégalité sociale face à la mobilité. Et c'est surtout de celle-là dont on entend parler aujourd'hui. Quelle solution pour tous ceux qui ne sont pas sur des gros axes de transport en commun? Et là-dessus, c'est sûr que la France prend du retard. On a entendu de façon plutôt réjouissante le président de la République dire nous voulons créer 10 RER urbains. C'est une bonne intention. Ça fait à Grenoble depuis 2018. Nous avions trouvé un consensus politique, quelles que soient les couleurs politiques, aussi avec le monde économique pour porter ce RER. Et nous avons besoin de ces infrastructures, c'est sûr. Et comment accompagner? Il faut que ça s'accompagne d'un choc d'offres. C'est une évidence. Et là-dessus, nous avons fait faire par des scientifiques de l'INSERM et de l'Université Grenoble-Alpes une enquête qui montre que à la fois atteindre les seuils de l'OMS, il y a deux seuils différents. On parlait tout à l'heure, le député parlait des seuils de l'OMS. Ceux qui sont sortis des seuils de l'Union européenne, pas des seuils de l'OMS. Là-dessus, les seuils de l'OMS sont de plus en plus bas parce qu'on se rend compte des conséquences de plus en plus nocives de cette pollution de l'air. Nous avons fait une enquête qui montre que pour le territoire grenoblois, c'est 8 milliards d'économies d'ici 2050 si on atteint les seuils de l'OMS. Et donc, la logique voudrait qu'on prenne une partie de ces sous, qui sont essentiellement une bonne part des économies de notre système de santé, pour les investir dans un choc d'offres qui permette à tout le monde d'avoir une solution. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas là aussi dans la capacité à proposer un horizon clair à nos concitoyens sur la sortie du diesel. Pousse évidemment pour une sortie du diesel affichée pour 2025, pour 2028, pardon, qui permettent à chacun de développer sa stratégie en matière de transport et puis d'accompagnement. Voilà. Le deuxième volet des ZFE, et c'est leur point de faiblesse, c'est qu'on s'adresse à une question de santé publique, c'est la pollution de l'air, mais on n'en profite pas pour s'adresser à une question tout aussi centrale qui est celle de la réduction des gaz à effet de serre. Et donc là, la question sociale revient, puisque on vient vous dire pourquoi est-ce que vous allez empêcher mon vieux véhicule de 20 ans de circuler alors que je fais 5000 km par an et vous laissez passer des chars de 2 tonnes qui correspondent aux normes de pollution mais qui évidemment pour le climat sont nocifs. Donc là, nous avons à prendre de la hauteur. Rappeler qu'en question de mobilité, en matière de mobilité, nous avons un triple enjeu, penser les kilomètres parcourus, nos besoins de déplacement et voilà, quel est notre besoin, comment on le couvre, la marche à pied, le vélo, les transports en commun, la voiture partagée et évidemment le train, et puis en dernier recours la voiture individuelle, et puis qu'il y a l'énergie pour couvrir cette efficacité du mode de transport. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque un peu. Du coup, ça crée un trouble dans la population. On y va de façon volontariste parce que je crois que la santé va être un des grands enjeux des années à venir. C'est un enjeu que l'on sent au quotidien. En 2014, quand on interpellait le maire, c'était pour accéder à un logement ou accéder à un emploi. Aujourd'hui, c'est pour accéder à un rendez-vous médical. Moi, le plus gros de mes interpellations aujourd'hui, c'est des gens qui me demandent
un rendez-vous pour un scanner, un rendez-vous pour une chimio, un rendez-vous pour un médecin généraliste, un ophtalmo, un dentiste. C'est ça le gros de notre quotidien. Et donc la question de la santé, préserver sa santé, va être, je crois, de plus en plus important dans les années à venir. Et là, on ne peut pas découpler la dimension pollution des zones à faible émission de la dimension climat et de réduction des gaz à effet de serre. Donc on y va, c'est une première étape et on espère qu'on arrivera à embarquer d'abord cette logique d'État à la fois en termes de contrôle et de financement, et puis cette logique qui mêle climat et pollution. Alors à ce stade de la table ronde, je voudrais qu'on donne la parole. Alors je ne sais pas si c'est votre meilleure amie, c'est Isabelle Patrier, la directrice France de Total Énergie. Les ZFE, ça doit impliquer une petite révolution dans votre entreprise, une immense révolution. Ça ne va pas dans votre sens finalement. Il n'y a pas que les ZFE qui ont un truc, une révolution dans notre organisation. C'est vrai que Total Énergie, en tant que fournisseur d'énergie, est concerné par cette trajectoire qui impacte les transports et les métropoles en particulier. L'Europe et la France ont décliné une stratégie qui vise une trajectoire zéro carbone, net zéro émission nette en 2050. Et Total Énergie, de la même manière, ensemble avec la société. Quelle société? C'est une société qui a décidé qu'en 2035, il n'y aurait pas de véhicules thermiques. Donc, en effet, il y a une vraie transformation du modèle de Total Énergie qui est en train de s'opérer. Alors, comment? Dans les métropoles en particulier, quand on sait qu'en 2030, les critères zéro ne comprennent que les véhicules électriques ou les véhicules hydrogène, en fait, il faut qu'on accompagne cette trajectoire de ZFE qui va vers ce modèle-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, on a appris nous-mêmes à changer de métier, à rentrer dans l'électricité, à proposer des bornes de recharge, parce que évidemment, le parcours du trajet transport de l'individu qui demain va devoir se déplacer, comme le disait Monsieur Piolle, il va devoir changer et il va devoir se décarboner. Donc l'électricité va être l'un des deux moyens. C'est ce qu'on a fait par exemple sur une métropole comme Paris, ainsi que l'hydrogène. On a implanté 2300 bornes de recharge sur la capitale et on a poussé sur une flotte captive qui est probablement les flottes les plus faciles à décarboner avec de l'hydrogène. La flotte de taxi Hype, on s'est mis avec nos partenaires locaux dont Air Liquide pour pouvoir décarboner et évidemment baisser ce niveau d'émission. Donc ça c'est le premier accompagnement qu'un industriel énergéticien comme nous a pu faire. Autre sujet, c'est évidemment des véhicules qu'il va falloir fournir et donc on s'est associé avec nos partenaires Stellantis et Mercedes pour fabriquer des bornes au-delà des bornes de recharge, des batteries. Quand on a vu toutes les annonces de Gigafactory de batteries la semaine dernière, nous, dans les 2 semaines qui viennent, on va inaugurer la première Gigafactory dans les Hauts-de-France pour pouvoir équiper ces véhicules. Et à terme, on aura la capacité de produire pour 2,5 millions de véhicules électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Europe décide de ne plus vendre de véhicules thermiques en 2035, va se poser la question de nos stations-service. En France, on en a 3400. Mais on en a plusieurs autres milliers en Europe et vous l'avez peut-être vu, il y a 2 mois, on a décidé de vendre notre réseau de stations-service. Il ne reste plus en Europe que le réseau de stations-service français à Distribution Couche-Tard, qui est un spécialiste des points de vente, parce que demain, la borne de recharge, elle sera à 40% utilisée au domicile, à 40% au travail, et que finalement, le réseau de stations-service aura beaucoup moins de sens, et ça n'est plus notre métier d'opérer des boutiques. Notre objectif, c'est d'apporter de l'énergie, et donc on restera là-dessus. Alors, pour terminer, j'ai peut-être envie de dire… C'est intéressant ce que vous nous dites. Oui. Vous nous dites que Total cède toutes ses stations-service en Europe. Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'est quand même, quand je parlais de révolution, Johanna Roland ou… Non, mais je crois que c'est la démonstration qu'il peut y avoir convergence et qu'il va y avoir convergence, moi j'y crois profondément, pour prendre en charge collectivement cette transition. En fait, si on ne veut pas la subir, avec tous les effets que ça peut avoir pour les uns et pour les autres, on a besoin d'être acteurs de la transition. Je donne juste un exemple. En pleine crise Covid, chez moi à Nantes,
Les premiers acteurs qui sont venus me voir en me disant « on profite de cette période particulière, compliquée, pour bosser pour le fonds », c'est les acteurs de l'industrie. À Nantes, Saint-Nazaire, on a Airbus, on a un tissu industriel profond et on sait que c'est important parce que ça contribue à la solidité du tissu économique local. Ils ont bossé dans des interactions entre les industriels, l'ensemble de l'écosystème PME autour, des chercheurs, des académiciens sur comment eux-mêmes doivent engager la mutation sur la transition écologique. Que ce soit cet exemple local, mais à dimension mondiale, parce que quand vous parlez d'Airbus, forcément, il y a aussi cet enjeu de compétitivité qui se joue. Ou ce qu'on vient d'entendre, on voit bien que la trajectoire, elle est amorcée. Et la capacité à la porter ensemble, mais aussi à identifier ensemble les sujets qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque? C'est pour ça que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les ZFE est important. Je pense que c'est un des gages de réussite. Le deuxième élément qui me paraît indispensable, c'est que si on parle de la mutation économique du secteur économique, on ne peut pas le faire, me semble-t-il, sans parler de la mutation des métiers et du travail. Parce que demain, oui, il y a des opportunités incroyables dans les nouvelles filières vertes, dans les nouvelles métiers verts, mais il y a aussi des hommes et des femmes à accompagner. Si je reprends cet exemple de l'industrie, la mutation des métiers est aussi un sujet sur lequel on a besoin d'avancer. Je le dis dans une des villes où on a le taux de chômage le plus faible du pays avec Rennes. Comme vous, j'imagine, je ne passe plus une semaine sans rencontrer un chef d'entreprise qui me dit « j'ai des problèmes de recrutement ». Comment on conjugue ces enjeux conjoncturels, nos sujets de recrutement, nos sujets d'inflation, nos sujets d'énergie, avec la trajectoire structurelle qui est celle de prendre le cap de la bifurcation écologique. Pour compléter ce que dit Johanna Rolland, et je suis tout à fait d'accord avec elle, on s'imagine, et ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, que la transition écologique et énergétique n'est pas forcément prise par les entreprises, ou en tout cas, on a toujours entendu beaucoup parler de conditionnalité. Je voudrais juste vous citer un chiffre, 2 chiffres. Si vous regardez les statistiques qui ont été émises par le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, 75% d'entre elles sont déjà engagées dans la transition énergétique, pour une raison simple. Je ne connais aucun entrepreneur au monde qui va se suicider sur l'autel de la transition énergétique. Il va accompagner le mouvement pour rester vivant, c'est évident. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, si vous me permettez, si vous regardez, puisqu'on parle de conditionnalité, en 2017, combien on percevait d'impôts sur les sociétés? On était aux alentours de 27 milliards. 2022, 62 milliards. D'accord? Alors certes, on a fait à peu près 30 milliards de cadeaux fiscaux. Mais en termes de rendement, je pense que c'est pas mal pour l'État. Alors Agnès Avril, j'en viens à vous avec Keolis. Cette transition bas carbone, comment est-ce que vous la vivez? Je crois que d'ailleurs vous avez des statistiques sur les Français et la voiture. Oui, sur notamment la part des trajets qui sont réalisés en fonction des différents modes de déplacement et qui, sans surprise, montrent forcément des disparités entre les lieux de résidence et les lieux où on se déplace. C'est ce qu'on a dit, on n'est pas tous égaux face à la dépendance à la voiture. Donc, dans les villes de plus de 100 000 habitants, on a à peu près 60% des trajets qui sont réalisés en voiture, 10% avec des transports en commun. Et puis, lorsqu'on arrive en milieu rural, on va avoir 3% des trajets qui sont réalisés en transport en commun et puis plus de 80% qui sont réalisés en voiture. Et c'est évidemment pas surprenant puisque l'offre alternative à la voiture individuelle, elle est quand même très partielle et en tout cas elle est beaucoup moins développée dans ces territoires-là que dans les centres-villes ou dans les zones plus denses. Alors, on a beaucoup parlé de transition énergétique avec l'électrification finalement des véhicules individuels et des véhicules personnels. Une partie de la solution, ça va quand même être aussi de se déplacer ensemble ou de se déplacer aussi en favorisant ce qu'on appelle les modes actifs, la marche et le vélo quand on peut, et notamment donc tout ce qui est services de mobilité partagée, transport en commun, mais aussi, vous avez cité covoiturage, autopartage, tout ce qui permet en fait d'augmenter le taux de remplissage des véhicules et qui, par construction, est beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Et également finalement sur le plan santé publique, puisque les émissions rapportées par kilomètre voyageur, si je le regarde de manière un peu arithmétique, est plus favorable. Donc vous voyez que la marge de manœuvre est quand même très importante, puisque 10% des trajets sur les villes de plus de 100 000 habitants réalisés en transport en commun, ça reste quand même relativement faible. Très faible, 10%, on pensait que c'était plus pour les métropoles. Il faut vraiment arriver à développer l'offre, à la fois bien sûr dans son maillage territorial, mais aussi sur le plan
qualitatif, en termes d'amplitude horaire, en termes de fréquence, parce qu'on voit qu'en fait, quand on a des offres qui sont très qualitatives, les gens ne se posent pas de questions. On voit qu'en fait, seulement un tiers des personnes qui vivent à 500 mètres d'une station de tram ou de métro vont travailler en voiture, alors que la moyenne nationale pour les actifs, c'est 75%. Donc on voit tout de suite que quand l'offre est disponible, les gens en fait s'en servent et l'utilisent. Donc il y a ce développement de l'offre, et puis il y a bien sûr tout ce qu'on fait au sein des villes pour donner toute leur chance à ces modes de déplacement, avec des voies réservées, que ce soit pour les modes actifs, pour les zones de covoiturage ou les lignes de transport en commun, tout ce qui va permettre de donner quelque part un avantage temps. Avec bonus temps, c'est l'expression bonus temps. Absolument, parce que finalement, si vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages dans un bus et qu'en plus c'est moins confortable que dans une voiture, si vous avez le choix entre la voiture et le transport en commun, finalement vous n'allez pas forcément être attiré vers les transports en commun. Je voudrais rajouter un tout petit mot sur les ZFE également, puisqu'on a beaucoup parlé en fait d'accompagner la mise en place de ces zones à faible émission, notamment pour les habitants des première couronne, des deuxièmes couronnes. Donc là aussi, ça passera, je pense, non seulement par des aides à l'achat de véhicules qui sont plus sobres en carbone, moins émissifs, mais aussi par le développement de l'offre de transport en commun. Et là, les collectivités vont être confrontées à un double problème. Il va falloir à la fois développer l'offre, mais aussi convertir les flottes de transport en commun à des énergies alternatives qui soient aussi moins émissives sur le plan du carbone, mais des émissions polluantes aussi. Et là, on va se retrouver un peu avec un choix compliqué à faire. Faut-il investir dans le développement de l'offre? Faut-il tout mettre en fait sur la conversion des motorisations et faire en sorte que les flottes de bus, de cars soient toutes sur des énergies alternatives? Je pense que là, il va falloir aussi qu'il y ait un accompagnement financier pour aider les collectivités à attaquer les deux sujets, à la fois la conversion de la flotte et le développement de l'offre. Parce que si on fait l'un au détriment de l'autre, on n'arrivera pas en fait à accompagner les habitants dont on parle en périphérie avec des solutions alternatives à leur véhicule actuel. C'est vrai qu'on retrouve Éric Piolle en direct de Grenoble. Une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'on va vers une ville sans voiture? Est-ce que l'avenir est-il à l'absence de mobilité par la voiture au centre des métropoles notamment? Alors au centre, ça se discute. C'est vrai que les villes italiennes, par exemple, vivent déjà depuis de nombreuses années sans voiture dans leur centre. La question, c'est que nos métropoles, pour Grenoble, c'est à peu près le 11e bassin de vie de France, 700 000 habitants pour le bassin de vie, 450 000 pour la métropole. Évidemment que nous avons 100 000 véhicules qui aujourd'hui arrivent sur les trois branches, nos trois vallées de montagne. Ces véhicules ne vont pas totalement disparaître. Besoin de mobilité et le caractère de liberté de la mobilité ne va pas disparaître. Donc la question, c'est de se réapproprier d'abord l'espace public des cœurs urbains, aussi parce que c'est en lien avec du commerce de proximité et que nous avons, en tout cas pour ma part, je défends du commerce de proximité qui soit adapté peut-être au nouveau mode de vie, également dans la capacité de faire des livraisons, mais qui ne soit pas qu'on arrête de bouffer du foncier en développant des entrepôts géants qui aujourd'hui grignotent les terres agricoles et en fait grignotent aussi notre commerce de proximité. Donc c'est un mélange de qualité de vie, de végétalisation, d'espace de rencontre, et donc ça nécessite de se réapproprier l'espace public et de réduire la part de la voiture. Mais les véhicules vont continuer à rester. La seule question, c'est comment on réduit le nombre de véhicules. En France, en 1980, il y avait 20 millions de voitures. Nous avons passé les 40 millions l'année dernière. Donc, oui, on en discute beaucoup. On dit beaucoup qu'il faudrait réduire, que c'est un problème pour le climat, pour les bouchons, etc. Mais ça a doublé en 40 ans. Les véhicules, aujourd'hui, ont gagné plus de 300 kilos. Donc, clairement, il y a une expansion de la taille, alors que notre poids, heureusement, n'évolue pas aussi rapidement que cela. Et une expansion de la vitesse. On a gagné 20% de puissance ces 20 dernières années. Donc nous avons un problème de base physique, d'énergie cinétique, c'est qu'on dépense beaucoup plus d'énergie cinétique qu'avant, 3 fois plus pour se déplacer, et que ça ne peut pas continuer. Donc il faut trouver des alternatives intelligentes. L'autopartage en est une. Moi, j'ai plus de véhicule depuis 2015. Quand je suis encore urbain, ça ne me gêne pas, mais les copains qui sont à 20-30 bornes de Grenoble, eux ont un véhicule, mais covoiture. Et donc, on les finance pour cela. On les finance pour être disponibles. 50 centimes à chaque fois qu'on dit je suis disponible pour prendre des gens. Et puis 2 € à chaque fois qu'on prend un passager. Ça fait une petite aide, mais c'est aussi une occasion de rencontre. Quand j'en discute là avec des chefs d'entreprise d'ailleurs qui viennent des deux vallées qui nous entourent,
et qui viennent à Grenoble, ils ont pris l'habitude parce que c'est aussi des occasions de rencontre. Et là aussi, c'est notre schéma mental qui change. On aimait bien être tout seul dans la voiture parce qu'on n'a pas les conjoints, on n'a pas la famille, on n'a pas les collègues. Et donc, c'était un moment de liberté. En fait, on va repenser, redéfinir qu'est-ce qu'est notre liberté et donc réduire cette place de la voiture individuelle. Isabelle Patrier, à Total Energy, est-ce que vous croyez à l'hydrogène, par exemple, pour se déplacer, ou est-ce que vous pensez que c'est le tout électrique, le futur? Écoutez, l'hydrogène, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on décide de convertir et d'accompagner la conversion d'une flotte de taxis parisiens à l'hydrogène avec Hype, bien sûr qu'on y croit. On y croit aussi sur la mobilité lourde, parce qu'il y a un certain nombre de mobilités lourdes qui seront sur des flottes captives totalement adaptées à l'hydrogène. La question, c'est dans certaines métropoles, dans certaines régions, est-ce qu'elles ont vraiment le choix, ces métropoles? Moi, je suis originaire d'un département dont on entend beaucoup parler en ce moment, ce sont les Pyrénées-Orientales, qui est en stress hydrique. Vous avez vu les enjeux de sécheresse. Quand on dit en 2030, il va falloir choisir pour les bus et les flottes des collectivités entre l'électricité et l'hydrogène, dans un département qui est très agricole, qui a une vraie capacité de biométhanisation. Je me pose la question du choix. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est 9 kilos d'eau pour faire 1 kilo d'hydrogène. Je pense qu'il faut oublier, compte tenu de ce rapport, cette option-là. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la pure circularité, de récupérer des déchets, de les utiliser, faire du biogaz et faire rouler ces flottes-là à cette énergie-là dans un premier temps pour assurer une transition. Autre sujet, et c'est un peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est le volume d'énergie nécessaire. Aujourd'hui, quand on regarde ce que nous distribuons en carburant, on a à peu près un quart du marché des stations-service en France et 120 TWh d'électricité équivalent. Ça veut dire qu'il va falloir en parallèle accompagner cette production d'électricité décarbonée, qui en 2030 ne sera pas plus nucléaire, puisque dans l'intervalle, on n'aura pas eu le temps de construire ces réacteurs. Donc, il va falloir faire comprendre aussi la nécessité d'accélérer, et la loi d'accélération des renouvelables peut-être peut nous y aider, accélérer le déploiement des énergies solaires, hydroélectricité et éoliennes, de façon à pouvoir accompagner cette énergie nécessaire demain et les infrastructures qui vont avec. Et les métropoles vont avoir besoin de ces infrastructures pour accompagner cette transformation. Parce que dans transition énergétique, il y a le mot transition. On ne va pas couper, tourner le bouton demain. Il va falloir accompagner à la fois ceux qui ont ces usages, la réalité de chacune de ces offres, qui sont des offres locales au fond, et accompagner aussi un autre enjeu qui, à mon avis, est important, c'est l'efficacité énergétique et la sobriété. Parce que dans la trajectoire de la France, il y a un vrai enjeu d'efficacité, de sobriété. Et donc, il va falloir, pour le transport, mais pas que, accompagner aussi les consommateurs à baisser leur volume de consommation, à mieux utiliser les usages qu'on met à leur disposition. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie qui a eu l'air d'être abordable et en volume important jusqu'à maintenant, ça n'est plus véritablement le cas. Alice Avril, votre flotte de bus, 20% roule à des alternatives au diesel, ça veut dire que quand même 80% sur des énergies carbonées en ce moment? Oui, alors c'est à l'échelle mondiale, donc on est aussi parfois tributaire des choix qui sont faits par certains pays. On est aussi opérateur de services de transport en Inde ou en Australie, où les énergies renouvelables ne sont pas encore aussi développées que par exemple en Scandinavie, où là effectivement on a toutes nos flottes qui sont 100% électriques. Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. À chaque fois, il y a une logique de choix de territoire et d'écosystème. Il faut vraiment s'inscrire à chaque fois dans la logique d'un projet local. Lorsqu'il y a effectivement des projets, comme cela vient d'être dit, de production locale de biométhane, oui, du coup, c'est vraiment la filière qu'il faut privilégier.
Nous, concernant aussi les contraintes ou les conditions dans lesquelles le service se réalise, on a aussi forcément des conditions qui vont concerner l'autonomie, par exemple, des véhicules. C'est une flotte que l'on passe à l'électrique, ça demande en fait à la fois de revoir les compétences, bien sûr, des personnes qui vont les exploiter, mais aussi toute l'organisation, en fonction des charges, des temps de parcours et de l'autonomie de chaque véhicule. Donc il est clair que pour des services qui vont être longs sur de l'interurbain, etc., l'hydrogène sera forcément la solution la plus pertinente par rapport à l'électrique, tout simplement pour des logiques d'autonomie aussi. Donc biogaz, hydrogène, électrique, je dirais qu'à chaque fois, le choix est vraiment à faire au cas par cas en fonction des logiques de territoire et aussi des contraintes de service. Alors voilà pour les transports. Je vous propose maintenant de parler d'une autre transition, celle du logement. Près de 5 millions de logements sont considérés comme des passoires énergétiques en France. Près de 4 millions de ménages ont des difficultés à payer leurs factures de chauffage. La densité caractéristique aux métropoles facilite la sobriété énergétique et la rénovation des bâtiments. Bruno Millienne, est-ce que l'argent public est bien utilisé pour cette transition du logement qu'on est en train de vivre en ce moment ? Non. Non, c'est clair. Je vais être clair. Non, on a travaillé un petit peu sur ce sujet avec mes collègues du groupe démocrate il y a très peu de temps. Si on voit le pourcentage de PIB utilisé par la France par rapport aux autres pays européens, on utilise 10 fois plus de part de PIB pour la rénovation énergétique de nos bâtiments pour des résultats 3 fois moindres. Donc on a un vrai problème. On l'avait dit, enfin en tout cas notre groupe l'avait dit lors de la loi climat et résilience notamment, que sur la rénovation énergétique des bâtiments, il fallait absolument cibler les aides en premier lieu sur les catégories les plus énergivores, ce qu'on appelle les passoires, les catégories F et G, et pas pouvoir donner, ne pas pouvoir donner d'aide à tout le monde parce qu'on n'en avait pas les moyens, tout simplement, et qu'on allait se retrouver à crouler sous les dossiers avec des choses à gérer qui n'allaient pas être simples. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'on a fait qu'1,7% de mémoire, je vous le donne de mémoire, de rénovation globale thermique, globale sur les passoires énergétiques. On voit plus de mono-actes ou de bi-actes de rénovation qui sont très bien, hein, je mets pas ça en cause, et on ne s'est surtout pas attaqué au F et G. Là, on va recommencer à travailler dessus. Je vous le dis, il y a eu une proposition de loi logement qui a été écartée de l'agenda parce qu'elle est trop ciblée sur un secteur. Nous, on veut vraiment remettre ça sur la table. Ça sera d'ailleurs un des groupes de travail sur lequel on planchera lors de la loi de programmation énergie-climat. Il y a un groupe de travail dédié à SIA, qui est le groupe de travail numéro 2. Je suis au courant parce que je le copilote, donc c'est pour ça. Et on va travailler vraiment là-dessus. Et là, on a un enjeu qui est capital parce que ne pas cibler les aides, ne pas avoir de reste à charge a priori à zéro pour ceux qui engagent les travaux de rénovation, parce que ça, on l'a mis dans la loi climat résilience, mais dans l'application, ça ne s'est pas bien fait. On devait avoir le prêt à taux zéro garanti par l'État, on ne l'a pas eu. On devait avoir sur les droits de mutation pour éviter le reste à charge, a priori, quand vous engagez une rénovation sur une passoire thermique, ça devait être pris en charge sur les droits de mutation. Et nous, on imaginait que ça allait tomber à la Caisse des dépôts et que ça allait être donc transparent pour le bailleur qui a engagé cette rénovation globale du bâtiment. Malheureusement, ça a été donné aux banques et les banques ont fait ce qu'elles font habituel. Prêt à taux zéro non garanti par l'État, pas de prêt accordé. Droit de mutation donné aux banques, les banques transforment ça en crédit hypothécaire. On ne peut pas leur reprocher, c'est leur modèle économique. Il faut qu'on reprenne ça en main. On a effectivement, vous l'avez dit, les chiffres sont exacts, 5 millions de bâtiments à rénover. Attention à ne pas faire que de la rénovation globale, parce que certains bâtiments coûtent moins cher de les mettre par terre et de les reconstruire que de les rénover. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Après, il y a plein de questions sociales qui se posent. Quand vous avez un bâtiment, il faut le mettre par terre pour le reconstruire si on veut avoir une efficacité énergétique. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dedans, où on les reloge? Tout ça, c'est un repensé qu'on doit avoir très vite et qu'on va avoir là dans les mois qui viennent sur la loi de programmation énergie-climat. Sonia Rolland. Oui, d'abord, je pense qu'on a deux sujets en réalité. La lutte contre les passoires énergétiques, mais aussi la production de logements. Et en réalité, les deux questions sont liées. Ça a été évoqué là aussi dans les propos liminaires. Je vais y revenir un instant parce que ce sujet, il est devant nous et il est
totalement crucial. Je le dis d'autant plus aisément que je représentais France Urbaine lors du Conseil national de la refondation lancé par le président de la République, et ça vous fera peut-être sourire, mais il y a eu des interventions convergentes, je dois le dire en premier lieu de Geoffroy Roux de Bézieux pour le MEDEF, de Laurent Berger pour la CFDT et de moi-même pour France Urbaine, en tirant la sonnette d'alarme avec un diagnostic tout à fait convergent de dire attention, il y a d'urgence besoin d'une relance de la production de logements en France. Nous, on le voit au titre des grandes villes et des grandes métropoles. Je ne me permettrai pas de parler à la place du MEDEF, mais les propos étaient à ce moment-là extrêmement éclairants, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas sans conséquence in fine pour les salariés concernés. La deuxième chose sur ce sujet, c'est que je crois que c'est une illusion de segmenter la question du logement libre, du logement abordable et du logement social. En réalité, il y a un continuum entre ces enjeux, et tant qu'on ne reproduira pas assez de logements libres, on n'aura pas non plus assez de logement social dans ce pays. Je dois avouer que je m'inquiète un peu, là aussi, de décisions qui peinent à se concrétiser. Il y a eu un CNR logement qui a été lancé, à raison, c'était une bonne décision. Vous avez peut-être vu que Véronique Bédag, PDG de Nexity, et Christophe Robert, patron de la Fondation Abbé Pierre, se sont exprimés ensemble il y a 15 jours dans le JDD pour dire pourquoi les prises de décision sont repoussées. Vraiment, je crois que sur cette question, il ne faut pas tergiverser. Il y a plutôt consensus entre celles et ceux constructifs de l'art républicain qui étaient autour de la table. Il faut passer aux décisions parce qu'on prend du retard. Parce qu'on sait très bien qu'entre le moment où on décide une autorisation de logement et le moment où il sort, il se passe à minima 18 mois. Et donc, il y a aujourd'hui urgence à prendre la mesure du fait que le système est bloqué. J'ai un petit point de nuance avec les propos introductifs. Bien sûr qu'il y a une part de responsabilité locale, vous avez tout à fait raison. Dans un moment où vous l'avez très bien dit, il y a parfois des injonctions paradoxales de l'opinion publique. On veut que ses enfants et ses petits-enfants puissent habiter dans la même commune que soi. On veut globalement la transition écologique et donc lutter contre l'étalement urbain, mais on ne veut pas d'immeubles en face de chez soi. La France est ainsi faite que nous ne sommes pas exempts d'être traversés par nos propres contradictions. Mais il y a aussi des mesures nationales à prendre en compte. La question de l'équation économique, notamment de l'équation économique des bailleurs, ne peut pas rester sans solution. Deux propositions, parce que l'idée, là aussi, pas simplement de commenter, en tout cas l'état d'esprit de France Urbaine, c'était à l'offensive, on en a fait deux. Nous, on porte depuis plusieurs années la décentralisation de la gestion des crédits de rénovation énergétique. Ça irait beaucoup plus vite, ce serait beaucoup plus efficace, et surtout, on pourrait vérifier. On a besoin de vérifier quand de l'argent public est utilisé, au service de quoi il est mis. Un sujet qu'on évoque peu parce qu'on parle souvent des grands bailleurs sociaux, il faut parler des copropriétés privées. Une des plus grosses difficultés pour un maire, quelle que soit la taille de sa commune, c'est comment on gère ce sujet des passoires thermiques dans les copropriétés privées. Donc notre première proposition, c'est la décentralisation des crédits. La deuxième, le président de la République a ouvert la porte, je le dis, à une décentralisation d'une part de la responsabilité de logement. Nous, à France Urbaine, on dit banco. Prendre nos responsabilités, on sait faire. On sait faire tous les jours dans nos métropoles. Prendre des responsabilités, être jugé et ensuite assumer. Là aussi, je le dis, il ne faut pas trop tergiverser. Nous, on a fait une proposition plutôt pragmatique, plutôt qu'il y ait une grande loi. Bon, on voit bien que, je le dis avec beaucoup d'empathie pour mes collègues parlementaires, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas toujours simple en ce moment. Donc plutôt qu'une grande loi qui visiblement aurait du mal à passer sur ce sujet, nous on propose une approche tout à fait pragmatique. On dit il y a des métropoles qui sont prêtes à être ce qu'on appelle autorité organisatrice de l'habitat, déléguées à ceux qui sont volontaires. De manière pragmatique, on fait le test. Nous, on évalue qu'il y aurait bien 5-6 métropoles dans le pays qui seraient volontaires. On regarde, on expérimente. Si ça fonctionne, on élargit. Je pense qu'il faut aussi renverser une part du logiciel français où tout doit arriver de Paris de manière ultra centralisée, après avoir passé tous les verrous, celui de Bercy et celui de tous les hauts fonctionnaires. J'espère qu'il n'y a pas trop de hauts fonctionnaires dans la salle, je ne vais pas me faire des copains, mais quand même, je pense vraiment qu'on a besoin de conjuguer à la fois un parti pris stratégique de l'État qui assume de dire il faut un choc d'offres de logement dans le pays, sinon on s'expose à de graves difficultés, que ce soit du point de vue économique, mais aussi du point de vue du pacte républicain et des enjeux de sécurité et de tranquillité publique. Je donne juste un exemple. La France va accueillir les Jeux Olympiques. C'est une opportunité énorme de rayonnement pour notre pays, une opportunité formidable. Est-ce que tout le monde a conscience que pour le faire, parce qu'on va
net en difficulté sur les capacités de logement, un certain nombre d'hommes et de femmes en errance, en difficulté, qui sont aujourd'hui hébergés dans les hôtels, ne pourront plus l'être au moment des JO. On ne pourra pas avoir dans la même chambre d'hôtel et les athlètes et les hommes et les femmes en errance. Vous imaginez bien comment, y compris au titre de la sécurité et de la tranquillité publique du pays, ce sujet, nous, maires des grandes villes, nous préoccupe. Le logement interroge les questions d'équation économique, les questions de transition écologique, les questions de pacte social. Donc nous, on plaide concrètement pour le transfert des crédits de rénovation énergétique pour tout le monde, plus d'efficacité, plus de pragmatisme, plus d'agilité, et un cap de plus pour celles et ceux qui sont prêts, d'ores et déjà, pour expérimenter pour les autres, à être autorité organisatrice de l'habitat. On a entendu vos deux propositions. Justement, Éric Piolle, est-ce que vous avez aussi d'autres propositions? Vous avez lancé, vous, un grand programme de rénovation énergétique. C'était il y a 20 ans dans la ville des Alpes, la capitale des Alpes. Oui, alors sur les propositions, nous travaillons ensemble avec Johanna Rolland, hein, nous sommes dans le même bureau exécutif, donc évidemment que les propositions qui viennent d'être exposées, je les partage, et c'est celle de France Urbaine. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse peut-être d'avancer, c'est qu'effectivement, il y a cet enjeu de réhabilitation. À Grenoble, c'est dans les 10 dernières années, 3000 logements, principalement en copropriété. Logement privé, hein, puisque nous avons une action sur le logement public, c'est plus facile parce que là, nous en contrôlons. Donc la question, c'est la question des moyens. Et évidemment que depuis 2018, et la captation de moyens pour les bailleurs sociaux, c'est plus compliqué pour la construction, mais aussi pour la réhabilitation. Mais là, nous avons accompagné 3000 réhabilitations de logements privés, et nous avons prévu d'aller 2 fois plus vite dans les 5 ans qui viennent. Malgré cela, il faut quand même se dire que notre vitesse n'est pas suffisante pour suivre la courbe de la COP21 ou même s'approcher de la courbe décidée collectivement sur la COP21. Donc le ZAN, le zéro artificialisation nette, donc arrêter de consommer du foncier, va mettre une pression supplémentaire, une pression qui est intéressante parce qu'on va devoir se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait du foncier? Est-ce qu'on en fait du logement, de l'activité économique? Est-ce qu'on le laisse en espace naturel? Donc est-ce qu'on fait des infrastructures? Est-ce qu'on continue à faire des routes, des autoroutes? Ils continuent d'avoir des projets. Est-ce qu'on les bouffe pour faire des data centers au lieu de les mettre en ville et de pouvoir utiliser la chaleur, de les mettre à l'extérieur parce que c'est plus facile de construire sur un terrain vierge? Cette question de non-artificialisation va nous obliger à nous poser les bonnes questions. Et donc, réhabilitation avec un accompagnement financier. Je pense qu'il faut sortir du modèle. Aujourd'hui, moi, après avoir beaucoup travaillé sur la question, j'en suis arrivé à un point où je me dis, en fait, il faut qu'il y ait zéro reste à charge pour notamment la partie stratégique des étiquettes des passoires énergétiques, zéro reste à charge, quitte à ce que l'État finalement ait une hypothèque sur le bien et récupère ses sous lors de la transmission ou lors de la vente du bien. Mais en tout cas, je pense que nous devons vraiment résoudre cette question financière, faire baisser le niveau de contraintes financières, parce que nous avons derrière des vraies contraintes qui, celles-là, sont beaucoup plus matérielles, donc beaucoup plus complexes. Avoir du personnel formé, c'est déjà un problème dans l'ensemble de nos entreprises, mais particulièrement dans le BTP et pour la réhabilitation. Travailler sur des réhabilitations qui soient les plus efficaces, ça veut dire être capable de cibler, non pas vers ceux qui sont capables de faire les dossiers, mais vers ceux dont les logements sont les plus énergivores. Et puis, comme ça a été dit par Johanna, décentraliser, parce qu'on voit qu'on manque d'abord d'une stratégie globale à l'échelle du pays, et puis que l'Assemblée est dans une situation complexe. Or, nous avons des collectivités qui, sur le logement, il y a un relatif consensus sur la réhabilitation. Donc, décentraliser, quelles que soient les couleurs politiques, peuvent permettre vraiment d'être un accélérateur sur cette réhabilitation. C'est bon pour le climat, les émissions de gaz à effet de serre, ça va sans dire. C'est bon financièrement parce qu'il y a un retour sur investissement sur la consommation d'énergie. C'est bon pour la qualité de vie parce que nous allons vivre de plus en plus des situations de canicule qui vont fragiliser les questions du logement. On y pense aujourd'hui sur la précarité énergétique d'hiver, mais ça va devenir des questions de situation de vie l'été. Je continue de faire des réunions d'appartements. J'ai fait quelques réunions d'appartements dans des logements qui dépassent les 35 degrés l'été. Quand vous êtes H24 dans un appartement à plus de 35, c'est très compliqué. Et puis, il y a peut-être un enjeu qui est moins consensuel, mais que je veux amener ici aussi, c'est la question des logements vides. Aujourd'hui, il y a toute une part de nos logements, pour Grenoble, c'est plusieurs milliers de logements, qui sont vides parce qu'ils sont vus, ou bien ils sont détenus par des acteurs qui ont autre chose à faire que de s'occuper de leur bâti, si c'est des acteurs économiques qui font autre chose, ou bien parce qu'ils sont vus comme un actif, comme un autre. Et
Et sur la question du logement, je pense que nous ne pouvons pas traiter le logement. On devrait garantir, c'est une sécurité du quotidien, il faut le garantir à nos concitoyens. On ne peut pas traiter cette question du logement comme un actif financier comme un autre. Et donc, je crois fortement à ou bien la remise sur le marché par des moyens incitatifs, on y travaille à Grenoble, ou bien aller vers la réquisition. La réquisition, ça ne veut pas dire une spoliation, hein, ça veut dire votre bien ne peut pas rester vide, donc vous allez toucher un loyer, mais il faut en mettre quelqu'un. On peut voir comment on gère les questions de bail et d'accompagnement avec, mais nous ne pouvons plus avoir 3, 4, 5% de nos logements dans les métropoles qui sont vides. Si on regarde ça sur notre bilan carbone et nos sécurités du quotidien sur le logement à une échelle de 5, 10, 15 ans, c'est un coût, une façon de voir les choses qu'on ne peut pas s'offrir aujourd'hui, qu'on ne peut plus s'offrir aujourd'hui. Le logement a pris une part grandissante dans les dépenses des ménages, mais là, il faut que sur les logements vides, il faut vraiment une action. J'essaye d'en discuter avec le ministre du Logement pour pouvoir aller vers des premières réquisitions symboliques qui entraîneraient un mouvement remise sur le marché de ces logements vides et un accompagnement sans reste à charge des travaux de réhabilitation, parce que évidemment que tout le monde ne peut pas s'offrir déjà l'ingénierie pour le faire et évidemment les moyens financiers. Donc faisons baisser la contrainte financière pour voir apparaître les vrais problèmes qui vont être des problèmes physiques, et ceux-là ne vont pas être simples. Merci beaucoup Éric Piolle, maire de Grenoble. Merci également à Isabelle Patrier qui était à distance avec nous, directrice France de Total Énergie. Je vous remercie également sur le plateau Johanna Roland, Bruno Millienne et Anne-Lise Avril. Dans un instant, on vous applaudit. Dans un instant, notre deuxième table ronde.